Le bleu, oui, le bleu comme la couleur de SmackDown. Bienvenue dans ce dernier point catch du mois d'octobre, mois de septembre, que dis-je, le mois d'octobre, c'est plus tard. Un point catch tout à fait spécial, parce qu'on va parler aujourd'hui des 5 catcheurs qui représentent SmackDown, la branche bleue. Le mois de septembre qui a été vraiment énorme du côté de Dr Wrestling. Merci beaucoup du coup pour tous vos partages, vos likes, comme d'habitude. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, parce que je sais que c'est le cas, il y a plein de gens qui regardent la vidéo sans s'abonner, mais pourquoi vous le faites pas? Abonnez-vous au docteur, les amis, rejoignez la Team Dog, bien sûr, sur YouTube. Et puis aussi, on a eu un gros mois pour Dr Everything, alors merci beaucoup à tous ceux qui ont fait la bascule, avec voilà, des points actus, des retours sur l'histoire, notamment sur Fortnite et sur son succès immense. Alors si vous aimez pas Fortnite, vous n'avez pas regardé, mais aussi du coup des vidéos sur Game of Thrones, des top 5, bref, beaucoup de contenu sur Dr Everything, ça fait bien plaisir, donc merci à ceux qui sont abonnés sur les deux chaînes. Je vais vous parler en premier, je pense qu'on va faire dans l'ordre un peu d'importance, ou peut-être pas d'ailleurs. On fait dans l'ordre d'importance ou pas? Bonne question. Bon, je vais dans tous les cas vous parler en premier de Monsieur Eddie Guerrero, puisque c'était mon catcheur préféré à l'époque, véritable légende, malheureusement décédé trop tôt. On a eu un point catch sur Eddie Guerrero au début du mois où justement je faisais un et si Eddie Guerrero n'était pas décédé, en construisant un peu son booking sur le long terme. Et donc du coup Eddie Guerrero est clairement l'une des attractions de SmackDown. Il a marqué l'histoire de ce show absolument de manière absolument... On peut pas douter de ça, voilà, je perds mes mots. Vous savez ce que c'est les points catch, tout ça, plus j'en fais, moins j'arrive à parler. En tout cas, Eddie Guerrero donc était actif dans les rosters de SmackDown, dans le roster de SmackDown au début des années 2000. Il fait la bascule avec la WCW en 2000 justement. Derrière, il est un petit peu à Raw au début de sa carrière et ensuite il part à SmackDown, je crois que c'est en 2002, si je dis pas de bêtises, ou 2001 peut-être. À vos commentaires, les spécialistes des stats et des dates. En tout cas, Eddie Guerrero, c'est clair qu'il représente SmackDown. Alors il fait partie en 2002 du SmackDown 6, donc ces 6 catcheurs absolument talentueux qui sont bookés à l'époque par Paul Heyman, qui est manager général de SmackDown. Il y a Eddie Guerrero, Chavo Guerrero, Chris Benoit, Edge, Rey Mysterio et Kurt Angle qui forment à eux 6 vraiment le noyau dur de SmackDown au niveau de la mid-card. Et franchement, chaque match entre les 6 est absolument... C'est de la magie à l'époque, vraiment tout fonctionne entre ces 6 là et on appelle ça le SmackDown 6, le 6, SmackDown 6, et franchement c'est vraiment pas mal. Derrière, Eddie va être un peu récompensé puisqu'en 2004 il va toucher alors ultime le titre de champion de la WWE en battant Brock Lesnar à No Way Out. Brock Lesnar était sur le départ et donc du coup la WWE a voulu lui enlever la ceinture et l'a donner à Eddie pour un match au sommet contre Kurt Angle à WrestleMania 20. Et voilà, donc Eddie au sommet en 2004, ensuite ça redescend un peu dans la mid-card progressivement et en 2005 il tourne heel alors que vraiment c'était le plus grand face de quasiment de la WWE à l'époque, et en tout cas de SmackDown, c'est clair. Et derrière il tourne heel et il y a sa rivalité contre Rey Mysterio qui est absolument légendaire. Franchement, c'est juste avant son décès, dans les mois avant son décès. Donc si jamais vous avez l'occasion, regardez vraiment cette rivalité contre Rey Mysterio et notamment ce match de l'échelle lors de SummerSlam 2005 pour la garde de Dominic Mysterio. Et oui, maintenant vous le connaissez tous. Et juste avant son décès, une semaine avant, il reface turn et il redevient un peu un favori de la foule en trichant contre Mr. Kennedy. Donc voilà, on n'a pas eu le retour véritablement, on n'a pas eu le temps d'avoir le retour en grâce du face Eddie Guerrero, mais quand même, bon, il avait retourné face juste avant de mourir, donc ça a pu réchauffer un peu le cœur des fans peut-être. Et Eddie est décédé donc du coup le 13 novembre 2005. Un autre catcheur qui représente vraiment SmackDown, et je trouve que c'est l'animal Batista. Alors Batista, oui, ça peut paraître un peu surprenant parce qu'il a fait quand même la première partie de sa carrière de manière assez intense du côté de Raw, en faisant partie notamment de l'évolution, en faisant le main event du côté de Raw de WrestleMania 21 où il enlève le titre des mains de Triple H. Bref, Batista c'était quand même la valeur sûre de Raw, et en 2005 il y a la draft et John Cena du coup passe de SmackDown à Raw et Batista fait donc le chemin inverse étant donné qu'il est l'autre champion. Et donc là on a quelques bonnes rivalités. Alors au début il feud contre Booker T, JBL, ensuite après il se blesse, il revient. Et alors non, la feud contre Booker T c'est fin 2006 où il récupère à nouveau ce titre de champion du monde poids lourd lors des Survivor Series 2006, et ensuite il va enchaîner clairement une année 2007 de feu absolument épique avec cette rivalité contre l'Undertaker, donc qui démarre aux alentours de WrestleMania 23, puis après Edge, que des gros matchs en 2007. Il finit l'année en combattant à nouveau l'Undertaker dans un Hell in a Cell aux Series 2007. Que dire, franchement Batista il représente vraiment SmackDown.
Il a cette fibre vraiment, même en 2008, il a beaucoup défendu contre le Great Khali, il était souvent là. Fin 2005, il y a cette storyline aussi avec Eddie Guerrero dès qu'il arrive. Bref, Batista il est vraiment marqué du saut de SmackDown. Alors après il est marqué du saut de SmackDown peut-être aussi parce qu'il était vraiment là pendant la génération NT1 chez nous en France et que du coup on a un œil un petit peu différent de ce qui pourrait se faire aux États-Unis puisque eux n'ont pas connu entre guillemets cette génération NT1 puisque c'était référent à la France. Et forcément, on a peut-être un avis un peu biaisé sur certains catcheurs. On y reviendra. En ce qui concerne SmackDown, je pense également à la Rated R Superstar, Monsieur Edge. Et oui, Edge, il est à SmackDown en 2002. Il fait partie lui aussi du SmackDown 6 à l'époque, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui était booké par Polyman. C'était absolument fabuleux. Edge, dans cette période-là, c'est plutôt un run en solo après avoir splitté avec Edge and Christian, l'équipe, et aussi des runs autour du titre intercontinental. Bref, de la bonne mid-card pour Edge. Ensuite, il est blessé en 2003. Il se blesse assez gravement à la nuque. Derrière, en 2004, il se fait drafter du côté de Raw. Et après, il revient à SmackDown en 2007, si je dis pas de bêtises. Putain, c'est tendu un peu les dates, hein, il faut que je révise, mais je crois que c'est ça. Et derrière, c'est le run de champion heel par excellence pour Edge avec la Familia. Bien entendu, Edge qui batifole avec Vicky Guerrero à l'époque, la General Manager, pour avoir un peu ses services, pour avoir un peu plus de crédit, pour être tranquille. Et de cette storyline naît vraiment, de cette idée naît des storylines absolument bien pensées, que ce soit contre l'Undertaker, contre Batista, contre Triple H. Edge est ce champion absolument arrogant qu'on aime détester. Il avait vraiment ce rôle qui lui collait à la peau. Et voilà, Edge, encore une fois, ça reste la génération NT1, donc peut-être que c'est biaisé, peut-être pas, j'en sais rien. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez que c'est le cas, si vous pensez qu'il y a d'autres superstars qui représentent SmackDown, j'en parlerai en mention honorable à la fin de ceux à qui vous pensez sans doute. Mais voilà, Edge, un très bon couteau pour cette période de SmackDown, et je pense vraiment que Edge représente SmackDown, puisque derrière, il a quasiment fait toute la fin de sa carrière à SmackDown, sauf peut-être les derniers mois, est-ce qu'il était à SmackDown ou à Raw, tiens. Et il était toujours à SmackDown puisque lors de WrestleMania 27, Edge est champion, il défend contre Del Rio, et l'autre championnat c'est John Cena contre le Miz, donc le championnat de Raw. Donc voilà, Edge était jusqu'au bout je pense à SmackDown, et pourtant il a dit adieu à Raw, donc comme quoi c'était Wildcard Rules déjà à l'époque. Je vais maintenant vous parler de Monsieur AJ Styles de Phenomenal One qui est arrivé donc du coup en 2016 à la WWE, en janvier 2016. Au départ il était donc à Raw, et puis très vite quand même il a été drafté après une rivalité contre Roman Reigns qui était plutôt bonne du côté de Raw et l'alliance avec le club. Il a été drafté du côté de SmackDown à l'été 2016 et derrière on a eu des rivalités vraiment palpitantes, notamment contre Dean Ambrose pour le titre ou alors contre John Cena à l'époque. C'était ces fameux matchs, un peu ces dream matchs qu'on nous proposait entre Cena et Styles, et donc il a très vite récupéré le titre de champion de la WWE. C'était vraiment en un temps record pour quelqu'un qui venait de démarrer. AJ Styles a montré tout de suite des énormes capacités à être divertissant sur le ring, en promo, au micro, en tant que champion, bref, une valeur absolument sûre. Le bon cheval sur qui miser pour la WWE en 2016, même s'il y a eu l'essai avec Dean Ambrose quand même à l'été. Mais ensuite, AJ Styles est un peu redescendu dans la mid-card après avoir perdu le titre contre Cena en début 2017. Et il y a eu toute cette rivalité contre Kevin Owens pour le titre US. Ensuite, il y a eu AJ Styles contre Shane McMahon. Bref, il y a eu quand même quelque chose d'assez intéressant. Mais surtout, ce qui nous a vraiment intéressé pour AJ Styles et ce qui fait que vraiment son run a été marquant à SmackDown, c'est ce match contre Jinder Mahal à Londres en fin d'année, juste avant les séries 2017, où AJ Styles récupère le titre de champion de la WWE une seconde fois et où derrière il va avoir un run absolument épique de 1 an à peu près, puisqu'il perd son titre juste avant les séries 2018 contre Bryan, et il défend contre Nakamura, il défend contre Samoa Joe, 2 grosses rivalités. Contre Nakamura, c'est un poil décevant. Contre Joe, c'est très bon. Voilà, AJ Styles, le champion qui a porté SmackDown pendant 2 ans. Vraiment, pendant 2 ans, il était au top niveau. Entre mi-2016 et fin 2018. AJ Styles était juste au sommet de SmackDown et il dit que c'est la maison qu'il a construit, AJ Styles, en parlant de SmackDown, et je pense qu'il a plus ou moins raison, parce que vraiment à l'époque SmackDown était encore le show secondaire. Aujourd'hui c'est le show principal, mais à l'époque c'était le show secondaire et AJ Styles portait absolument presque à lui tout seul la division de SmackDown. Allez, ce dernier nom de la liste, et à qui vous pensez? Jeff Hardy, Rey Mysterio?
Eh bien non, je vais vous parler de l'Undertaker. Et oui, l'Undertaker, ça peut paraître surprenant, puisque l'Undertaker, il a quand même 30 ans de carrière à la WWE, il a fait un peu les deux, Raw et SmackDown, mais pour moi, l'Undertaker représente terriblement SmackDown, puisque ces années un peu de gloire, où il avait ses matchs de folie à WrestleMania, c'était quand l'Undertaker était un catcheur actif du côté de SmackDown, entre 2005, 6... plutôt 2006 et 2008-9 à peu près, le temps qu'il était actif vraiment comme catcheur full time. Après bon, bien sûr, pour ses autres matchs il était part-timer, donc il pouvait se pointer où il voulait, mais globalement voilà, l'Undertaker lui aussi était faisait partie intégrante de la génération NT1, donc sans doute, encore une fois, peut-être c'est biaisé, peut-être pas, j'en sais rien, mais voilà, pour moi l'Undertaker fait absolument partie des référents de SmackDown. Il a porté la division bleue pendant des années. L'Undertaker, c'était pas forcément une tête d'affiche, un main eventer comme Triple H ou Shawn Michaels qui était à Raw, mais voilà, c'était un peu le gars sûr de SmackDown, l'Undertaker. Il était toujours là, toujours bien placé dans les cartes, même à la fin. Voilà, il a eu une bonne pierre à l'édifice à mettre, je trouve, du côté de SmackDown. Et l'Undertaker me paraît absolument indispensable dans ce classement, dans cette liste des catcheurs qui représentent SmackDown. Alors tout à l'heure je vous ai parlé de Jeff Hardy et Rey Mysterio. Effectivement, eux aussi font partie de cette génération NT1. Rey Mysterio, lui, c'est encore plus vieux. Rey Mysterio, il a vraiment SmackDown dans la peau, hein, parce que moi, quand j'ai découvert le catch en 2004, Rey Mysterio était à SmackDown, il faisait des dingueries à SmackDown. Mais pour moi quand même, ils sont un peu moins importants dans cette liste. Alors il y a également un autre nom, et je pense que vous l'attendiez dans cette liste de 5, c'est The Rock. Et oui, The Rock au début de SmackDown, je crois que c'est créé en 2002, SmackDown, 2001, 2002, 2001, à vos commentaires. Le Rock était la tête d'affiche de SmackDown, et c'est lui plus ou moins qui a créé ce show avec ses catchphrases, Laid SmackDown. C'est un mot qui n'existe pas à la base de SmackDown et qui a été inventé par la WWE, un terme en tout cas, et le Rock était très très important au début de ce show, voire peut-être fondamental dans la construction des premiers épisodes de SmackDown. Peut-être que sans la présence du Rock, il n'y a peut-être pas de réussite du côté de SmackDown, et donc c'est milliers d'épisodes ensuite qu'on a eu par la suite. Voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce point catch, de ce que vous pensez de cette liste. C'est très important, comme d'habitude. Je lis absolument tous les commentaires, même ceux qui ne sont pas d'accord. Ça fait partie du jeu, donc donnez vos avis. On en parle aussi sur Discord. Il y a un channel dédié aux réactions des thèmes de vidéos où vous pouvez aussi poursuivre le débat et justement avoir un vrai débat avec d'autres membres de la commu. Donc n'hésitez pas à aller sur Discord. Encore merci à ceux qui sont abonnés à Dr Wrestling et à Dr Everything. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo en octobre. Bien sûr, il y a un gros programme en octobre. Et oui, je connais déjà tout le programme, je fais tout en avance et j'ai hâte de vous montrer tout ça. C'était le Dr Wrestling. À bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant, prenez soin de vous.